Je suis une personne lambda. C'est sûrement ce que vous vous dites, vous qui nous écoutez. Vous pensez sûrement que les histoires que vous allez entendre n'arriveraient jamais à quelqu'un de lambda comme vous ? Eh bien si, nous les racontons chaque jour dans nos journaux. Et chaque dimanche dans ce podcast, Lambda, écrit et réalisé par les journalistes de Centre France. C'est 2 miracles. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh là, il y a eu un drame ». Je dis « Non, il y a eu 2 miracles ». La police sonne chez nous en pleine nuit, le chien se met à aboyer, mon mari se met à la fenêtre, on voit 3 voitures de police. On me dit que mon fils a fait quelque chose de très grave et qu'on le cherche. On ne sait pas ce qui se passe et puis on est habitué à avoir un enfant qui a jamais fait quoi que ce soit de répréhensible, donc on comprend pas. On va à son appartement avec la police parce que je pense qu'ils n'avaient pas le droit d'ouvrir, donc on avait les clés. Et après on part et puis on le cherche et on le trouve pas. On rappelle plusieurs fois le commissariat pour passer dans des nouvelles, ils n'en avaient pas, et on nous appelle le lendemain vers 9-10 heures pour nous dire qu'il est en réa. On est trop perdu pour angoisser. Enfin, moi j'étais sonnée. De toute façon, toutes mes pensées, c'était même pas pour mon fils. C'était vraiment pour sa victime. J'apprends à ce moment-là que mon fils a agressé physiquement une personne. À 19 ans, c'est un jeune homme tout à fait normal, qui a une vie normale. C'est un garçon qui est calme, qui est gentil, qui est respectueux, qui ne pose pas de problème. Il est étudiant, très stressé, travaillant énormément, un petit peu dans son monde d'étudiant et coupé complètement de la vie. J'ai un grand flou sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Je pensais qu'il aurait pu, en ayant fait ce qu'il avait fait, j'étais même certaine qu'il allait attenter à ses jours. Ma première préoccupation a été de savoir comment allait la victime. Une fois qu'on a eu de bonnes nouvelles de la victime, on a commencé à penser à notre fils. Il est resté dans le coma plus d'1 semaine et il a été hospitalisé 3 semaines. Il avait eu un énorme trauma crânien et il avait beaucoup de séquelles. Quelqu'un qui sort du coma a beaucoup de mal à parler, il n'y a pas de dialogue possible parce que la mémoire est complètement effacée. Les neurologues m'ont expliqué qu'il y avait instinctivement un cerveau qui se mettait en protection, il n'a aucun souvenir de son geste. Quand il est sorti de l'hôpital, il a directement été incarcéré. Oui, évidemment, dans ce cas-là, on culpabilise, on se dit on aurait dû être là, on aurait dû le prendre dans notre foyer, on voyait que c'était compliqué, qu'il avait beaucoup de pression. On a, mon mari et moi, un sentiment de culpabilité. Le plus compliqué, donc, c'est l'incarcération, parce qu'on arrive dans un monde qui est un monde le monde carcéral, c'est un monde que l'on ne connaît pas. On ne sait pas comment ça fonctionne. On est quand même assez sensibilisé par les séries télé, on voit les prisons américaines, on imagine des choses. Je me dis, mon fils, je le voyais en tenue orange, en train de manger dans une cantine où tout le monde se bat. C'est un enfant qui avait 19 ans, qui n'était pas prêt à affronter déjà le monde. Alors le monde carcéral, la première réaction, c'est on sait qu'il doit y être, mais c'est l'angoisse de se dire comment ça va se passer et comment c'est derrière ces murs. Le pire souvenir, c'est le premier jour où on va voir son proche en prison. D'abord parce qu'on ne sait pas où on va. En plus, parce qu'entre le moment où il est incarcéré et le moment où on a le droit de visite, il se passe au moins 15 jours, même si
dans mon cas, ça a été quand même assez rapide. Et c'est 15 jours pendant lesquels on n'a aucune nouvelle, puisque un détenu qui arrive en détention n'a pas accès au téléphone, il n'a accès à rien. Et le temps que tout l'administratif se mette en place, on n'a aucune nouvelle pendant 15 jours. Donc la première fois qu'on arrive dans cet établissement, on est perdu, on ne sait pas comment ça va se passer, on a peur. La première fois que je le revois, donc 15 jours après son incarcération, il est toujours aussi perdu, il a du mal à parler, il a du mal à s'exprimer. Donc c'est plus pour me rassurer moi de mon côté. La première visite me rassure. D'abord parce qu'on arrive dans un endroit qui est propre, qui est humain, avec des gens qui parlent, des surveillants qui expliquent. On voit qu'on s'occupe de nous, on se dit « Ah, mais c'est peut-être pas quand même aussi terrible que ce qu'on montre à la télé ». Alors je parle bien sûr des établissements de province, je ne peux pas vous parler des grandes prisons comme Fleury-Mérogis, comme les prisons qu'il y a dans le sud de la France. Mais dans les petits établissements de province, qui sont des établissements modernes, il y a un système de sécurité et il y a un humanisme qui quand même fait qu'on est rassuré. On a le droit d'apporter du linge toutes les semaines, 5 livres et 5 DVD. Il faut que ce soit sur la liste. Il faut rentrer dans toute la procédure administrative qu'on découvre petit à petit. On n'a pas le droit d'amener de nourriture, de bonbons, de choses comme ça. C'est une découverte d'un système administratif que l'on ne connaît pas. Un procès aux assises, c'est quelque chose de très difficile à vivre, en particulier pour la victime, je pense. Parce qu'il faut qu'elle revoie tout ce qu'elle a vécu, et je pense que pour la victime, c'est quelque chose de très très difficile à vivre. De notre côté, on l'a vécu parce qu'il fallait qu'on le vive, et parce que c'était justifié qu'il se présente aux assises. Il a été condamné, lourdement. On essaye de reprendre le plus possible pour nos enfants une vie normale. Les enfants vont continuer à aller à l'école, vont continuer à aller faire du sport, vont continuer à vivre normalement, passer les examens, passer le baccalauréat, et on reprend la vie la plus normale possible au sein de la famille. Mais à l'époque, avec des enfants petits, il y a le vide de cette chaise de la personne qui n'est pas là. Assumer le fait d'avoir un frère en prison, c'est un problème aussi de personnalité et d'âge. Le plus grand l'a assumé, l'a pas caché, l'a dit à ses copains. Il a eu le soutien énorme de ses copains. Le plus petit était en 3e, c'est plus difficile, il était plus renfermé et il avait beaucoup plus de mal à en parler. De notre côté, on les a fait suivre par un psychologue au départ, et puis au bout de 2-3 séances, le petit m'a dit qu'il n'avait plus besoin d'aller voir le psychologue. On a peur du regard des autres. La première réaction, ça a été, il va peut-être falloir qu'on quitte cette ville après ce que notre fils a fait. Et puis, on a été obligé de reprendre très très rapidement notre activité. Et là, on ne l'a pas caché, on l'a dit. Les gens qui nous posaient des questions, on a répondu, on a expliqué. Beaucoup de personnes le savaient, d'autres le savaient pas. Mais ma coiffeuse m'a dit qu'elle n'avait jamais entendu rien de mal, donc ça c'est un signe. C'est parce qu'il a assumé, qu'il a gardé le moral, qu'il savait que c'était normal. Voilà, j'ai fait ça, je dois faire tant d'années de prison. Et je pense que le fait d'avoir quelqu'un en face qui assume nous oblige, nous, derrière, à assumer. Au début, il travaille dans les ateliers à faire de la manutention. Il fait ça pendant 2 ans, donc le matin de 7h à midi. C'est du pliage de papier, c'est des choses comme ça, qui sont pas forcément en rapport avec ce qu'il avait fait auparavant. Et un jour, il se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont en détention et qui n'ont aucun
moyen de vivre, qui n'ont pas de famille qui le suivent, qui n'ont pas d'argent, qui sont plus âgés, qui ont besoin d'argent pour les cigarettes, pour les choses comme ça, et qui là, s'il n'y a pas assez de travail par rapport au nombre de détenus. Donc un jour, il me dit, écoute, je ne veux plus travailler parce que il y en a plein qui ont rien. Donc il me dit, je vais faire des formations. Pour des gens qui ont peut-être pas eu la chance de faire des études, finalement, la détention va permettre à certaines personnes de suivre des cours de français, de suivre des cours de mathématiques, de faire des cours d'anglais. Et pour les gens qui ont déjà suivi des études, il n'y a pas grand-chose qui est offert parce que il y a quand même beaucoup plus de personnes qui n'ont pas fait d'études, donc les cours sont pas forcément adaptés à un niveau d'études post-bac. Il fait une première formation dans le bâtiment, une formation qui dure 6 mois, qui est intéressante, qui est bien. Et à la fin de cette formation, il leur fait une deuxième formation de cuisine qui était vraiment très très intéressante. Il faut pour sortir donc qu'il ait un travail, une formation, parce qu'il doit indemniser sa victime. Et il faut bien qu'il ait un travail et qu'il ne peut pas vivre comme ça aux frais de la société. Il y a un peu un code moral, je pense, en détention, avec des gens qui étaient plus habitués de la prison, qui l'ont protégé du début et qui ont été extrêmement gentils avec lui. Il n'a jamais eu de soucis. Les surveillants, au départ, je pense qu'ils ont lancé le mot en disant « c'est un gamin, il a un traumatisme crânien, il n'est pas dans un état normal ». Mais je pense qu'il y a des détenus qui étaient là-bas pour des raisons que j'ignore complètement, qui l'ont protégé et qui l'ont aidé. C'est pas que j'ai peur d'avoir peur, c'est que je stresse pour la sortie. Forcément, oui. Forcément. J'ai peur des portes qui vont se fermer pour lui. À partir du moment où on va se présenter à un employeur avec des années de détention, forcément, ça va être très très compliqué pour lui. Très très compliqué. On en est bien conscient. Et on revit l'angoisse qu'on a vécue quand c'est arrivé. Que vont dire les gens ? Comment il va être reçu ? Comment il va être perçu ? Ça fait mal, oui. Après, il a fait quelque chose de terrible. Ça a été un instant T. Il a été expertisé par des psychiatres comme personne n'a jamais été expertisé. Je crois les médecins, je crois les psychiatres. Le cerveau a lâché à un moment, un instant T. Pour préparer la sortie de mon fils, donc il va y avoir une enquête administrative qui va être faite avec un agent de probation qui va venir pour voir les locaux, voir s'il y a un endroit pour l'accueillir, parler avec son papa et moi pour voir si on est bien d'accord pour le reprendre à la maison, vérifier dans le cas du bracelet électronique si notre maison est connectée au Wi-Fi, et puis pour voir un petit peu dans quel univers la justice va relâcher le détenu. C'est la dernière fois que je vais le voir en parloir. Donc c'est vrai que après toutes ces années, d'y aller 1 à 2 fois par semaine, la dernière fois qu'on y va, ça fait, même si ça fait partie de ma vie, maintenant, parce que depuis le temps que je le fais, ça fait partie de ma vie et de ma routine, c'est quand même bien agréable de se dire qu'on n'ira plus voir son fils là-bas. Le plus important, c'est que la victime s'en soit sortie. À partir du moment où la victime s'en était sortie, je pense que tout le reste, c'était pas grave. Et après, lui s'en est sorti, ce qui était quand même extraordinaire, étant donné la façon dont il a voulu mettre fin à ses jours. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais... Peut-être aussi pour nous protéger, nous. Il ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Depuis que c'est arrivé, il ne peut que s'en vouloir et il s'en voudra toute sa vie. Ils auraient dû mourir tous les deux. Donc, voilà. Il fait de la prison. C'est mérité. Elle refait sa vie. Je lui souhaite tout le bonheur possible. Vous venez d'écouter Lambda, un podcast produit par Centre France.
Si vous avez aimé, laissez-nous des étoiles sur les plateformes de streaming, parlez de nous et n'hésitez pas à nous raconter votre histoire lambda en commentaire ou à l'adresse podcast au pluriel @centrefrance.com. À bientôt!